Bonjour, docteur Flora. Bonjour, bonjour Flore, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, super. Ça va mieux, on va dire, parce que j'étais grippée. Mais là, ça va, ça va. Ça commence à aller. Bah, heureusement que la grippe s'est éloignée parce que je pense qu'on part pour un épisode spécial. Un C'est ça. épisode où on va parler langue. Mais je Oui. t'avoue, et ça c'est une confidence que je te fais, quand j'ai eu ton contact, en disant voici docteur Flora, tu peux la contacter, je t'avoue que j'ai pensé médecine. Je te Ah, promets. Je c'est sais vrai. pas pourquoi ce biais. Mais c'est ça, quand on entend docteur, on Donc, pense tout de suite à la médecine, mais bah, non, il y a des docteurs aussi dans d'autres filières, dans d'autres domaines. exactement. Et aujourd'hui, on va parler de quel métier? Alors aujourd'hui, on va parler d'interprétariat traduction et de médiation linguistique, si tu veux, de langue, de linguistique aussi. Voilà. Parce que je suis interprète traductrice, expert polyglotte en communication et médiation linguistique. D'accord. L'interprétariat traduction en tant que métier. Exactement. La première chose qui me vient quand j'entends interprétariat traduction, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Tu sais, il y a toujours ça sur les petits centres de formation pour apprendre des langues, tu vois. Ah, Donc tout le monde fait de l'interprétation, ou tout le monde écrit. Mais ben, qu'est-ce que c'est? Ah, exactement. Mais justement, c'est pas la formation linguistique. Parce que former quelqu'un en langue, ce n'est pas être interprète ou traducteur. Alors, il faut faire la différence entre interprétariat et traduction et formateur de langue. Voilà. Le formateur en langue, ça peut être un professeur quelconque qui maîtrise une langue ou qui a une maîtrise en langue étrangère, qui peut vous enseigner ou vous apprendre à parler une langue. Et ça, même un natif peut le faire. Il peut vous apprendre sa langue maternelle, par exemple, avec une méthodologie qui soit pédagogique ou pas. Mais être interprète et traducteur, c'est différent. C'est un métier à part entière qui demande de la formation, une formation bien précise. Il y a un cursus, on va dire, scolaire et universitaire à faire qui est bien précis. Donc, la différence entre interprète traducteur, c'est que l'interprète, il fait, donc, on va dire, du mot à mot, ou il fait de la simultanée, de manière directe. C'est-à-dire quand l'autre entend parler dans une langue étrangère, il rend ça à l'oral. Ça, c'est ok, l'interprète. Et le d'accord. traducteur, lui, il fait pareil, mais seulement qu'il le fait à l'écrit. C'est ça la différence. Ok. Et on peut être interprète et pas traducteur. Ou on peut être traducteur et pas interprète. Ou on peut être les deux. Je pense que là, Voilà. il faut un roulement de tambour. On peut être interprète sans être traducteur. Les gens Exactement. qui associent les deux, attention, il y a le métier d'interprète, il y a le métier de traducteur et il y a celui qui fait les deux. Exact. Voilà. Bon, Et on est docteur en linguistique ou en langue étrangère appliquée, mais on oui. n'est pas docteur en interprétariat traduction. Voilà. C'est vraiment le métier. Donc, le doctorat, on l'acquiert en langue ou en linguistique ou en lettres étrangères. Voilà. Mais l'interprétariat traduction, c'est, on va dire, l'aspect pratique donc, de ce qu'on fait comme métier en tant qu'interprète traducteur. Comment on devient interprète traducteur? D'accord. Ben, on devient interprète traducteur simplement parce que ou on est passionné d'une langue ou on maîtrise une ou deux langues. Donc sa langue A, d'abord en premier, pour nous par exemple c'est le français. La langue A, on la maîtrise. On ajoute une autre langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, en langue B, en langue C, en langue D. On peut en avoir plusieurs, comme dans mon cas. Moi, j'en fais 9 et j'ai comme langue A le français et l'italien et langue B, anglais, portugais, allemand et tout le reste qui arrive derrière. Et donc, on devient interprète traducteur ou parce que par passion et on fait une formation donc en licence, on fait une langue étrangère appliquée, donc LEA. Et par la suite, on choisit sa spécialité. Donc, la spécialité peut être interprétariat traduction ou traduction simplement, ou bien il y a d'autres branches comme le pigisme, préparateur de glossaire, le coordinateur linguistique. Il y a tellement beaucoup de dérivés, mais qui proviennent de là. Donc, on se forme en tant qu'interprète traducteur et voilà. Et on applique. Alors, je reprends. Oui, On sort du bac. oui, D'accord. Ok. Et ensuite, on se dirige vers une formation de langue, donc vers un cursus de langue, ça peut être anglais, espagnol, etc. Toutes les langues qu'il peut avoir à l'université c'est langue ou qui peut. une formation langue étrangère. C'est cela, D'accord. effectivement. Donc, on franchit le cap de la licence, donc les 3 années jusque-là. Exact. Après, on peut Et, faire un master et d'accord. après la spécialité, comme j'ai Et la dit. spécialité qu'on veut. Mais l'option, c'est d'avoir deux langues dans lesquelles on est On est à l'aise. vraiment à l'aise et on est capable de ressortir ou la traduire dans l'autre langue, vice-versa. Exact. C'est Par contre, tu as utilisé des termes langue A, langue B, langue C.
Pourquoi? Alors, c'est simple. On choisit langue A, langue B parce que dans l'interprétariat, quand on est en cabine, justement, on va d'une langue vers l'autre. Généralement, l'interprète, il est à l'aise dans sa langue A. Donc moi, je suis interprète, traducteur français, anglais, français, italien, français, portugais, français, allemand et vice-versa. Donc on a des combinaisons linguistiques. Donc on est toujours 2 en cabine. Donc il y a celui qui vient avec sa langue A, qui est par exemple le français et qui va donc du français vers l'anglais, ou il y a celui qui vient avec sa langue A, anglais, donc qui va de l'anglais vers le français. Du coup, celui qui est dans ma position a comme langue A le français, donc je gère la cabine française, si on veut dire, et mon binôme sera celui qui gère donc la cabine anglaise parce que lui, sa langue A sera l'anglais. Donc du coup, quand un interlocuteur parle en français et qu'il faudra rendre l'interprétation pour un auditoire ou un parterre d'anglophones, bien justement, mon co-cabin pourra prendre du français à l'anglais et puis leur donner directement. Ou moi, je fais vice-versa, je prends de l'anglais et je rends au français pour, on va dire, les auditeurs francophones. Donc la Mmh, langue A, c'est d'accord. précis, c'est vraiment la langue maternelle. OK, C'est celle-là qui est la base de l'interprétation parce qu'on ne peut pas interpréter une langue qu'on ne connaît pas. On ne peut pas interpréter vers une langue qu'on ne maîtrise pas. Et il faut exactement. d'abord maîtriser sa langue maternelle, sa langue A, pour pouvoir donc interférer ou passer d'une langue dans une autre langue. Voilà. Donc c'est vraiment très précis. Pendant la formation, vous avez la langue A comme base qu'il faut maîtriser parfaitement. Donc, et par la suite, ajouter donc la langue B dans laquelle vous allez travailler, qui sera votre langue de travail, et vice versa. Tu dis langue maternelle, donc c'est obligatoire que ce soit une langue maternelle ou juste l'expertise? Ah, c'est pas obligatoire que ce soit la langue maternelle, mais il faut que elle soit maîtrisée. Par exemple, moi, j'ai aussi l'italien comme langue A, D'accord. mais parce que j'ai fait ma formation justement en Italie. Donc du OK. coup, j'ai maîtrisé la langue italienne. Et c'est la langue que vous parlez, même quand vous êtes en train de rêver, en fait. Vous dormez et c'est la langue qui sort en premier. Donc, c'est celle-là que vous maîtrisez, c'est celle-là que pour laquelle vous connaissez toutes les cultures, vous connaissez les tournures, vous savez que Ouais, peut-être en ouais. français, ce que je vais dire en français ne va pas forcément faire rire en italien, ce que je vais dire en anglais va pas faire rire en français. Donc, c'est la langue que vous maîtrisez. Donc, vous connaissez tous les petits rouages, tous Ouais. des petites angulations qui font que cette langue-là est votre langue et que vous la C'est-à-dire que même maîtrisez. quand on fait de l'ironie dans cette langue, vous savez le retraduire, voilà. Exactement. Nous, les Ivoiriens, c'est vrai qu'on parle français, mais non, on a aussi le nouchi qui est à côté, qui souvent se mélange dans nos dires. Donc, quand un Ivoirien dit enjailler, le français va comprendre ce que ça veut dire enjailler parce qu'aujourd'hui, c'est dans le Larousse, c'est rentré dans le dictionnaire. Mais étant donné que l'interprète a la langue A comme maîtrise et qu'il est ivoirien, il connaît la culture, il sait que enjailler veut dire en français propre, content, s'amuser, ou être, je vais dire, dans un état d'euphorie, par exemple. Mais il pourra aussi mieux l'expliquer en italien ou en anglais parce qu'il maîtrise, parce que c'est sa langue A. Donc, il va trouver la bonne formule, la bonne tournure, par exemple, pour dire en italien, enjailler, c'est essere euforico, par exemple. Ou bien essere in gioia, un truc comme ça. Vous voyez, mais il a la maîtrise de sa langue A, donc il sait comment la rendre en anglais, il sait comment la rendre en espagnol, il sait comment la rendre en russe, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre langue A, mais c'est aussi par rapport au métier. Hein. Quand on est sur une réunion ou une conférence internationale, il faut déjà départager très bien la cabine. Donc, quand on arrive, on voit un confrère, il nous dit tout de suite, qu'est-ce que tu préfères quoi, la cabine française ou la cabine anglaise? Qu'est-ce que tu choisis? Donc là, déjà, on se départage. Et puis bon, voilà. C'est pas tout le temps comme ça parce que ici, sous nos tropiques, souvent on se retrouve à faire les 2 cabines, hein, parce que c'est pas tous les clients qui acceptent d'avoir 2 cabines pour une seule langue, par exemple. Quand on est sur une combinaison de français-anglais, pour les entités comme la BAD, la CAF ou les Nations unies, ils acceptent qu'il y ait 2 cabines, donc 4 interprètes pour une combinaison linguistique. Mais pour d'autres clients, ils préfèrent avoir une cabine, donc 2 interprètes pour une combinaison linguistique. Donc on fait vice versa. Voilà, on se partage la cabine. Mais en Europe, c'est bien partagé, c'est une combinaison linguistique pour 4 interprètes, donc pour 2 cabines. Intéressant. Tu nous as expliqué ce que c'est l'interprétariat et la traduction, les cursus qu'on peut faire pour y arriver. Parlons de toi. Mmh. Tu fais comment pour arriver à l'interprétariat et la traduction? Alors, d'abord, je commence, un cursus normal, hein, comme tout le monde, donc après le bac,
je choisis de faire une école de langue. Donc le lycée pour moi, déjà je faisais une école de la 6e à la terminale. Comme j'étais pas en Côte d'Ivoire, j'ai fait ma formation en Italie comme je disais et là-bas dès la 6e, on vous permet de vous orienter et donc de choisir, le cursus ou le métier que vous voulez faire. Du coup, j'avais la possibilité, heu, depuis le collège, je savais que j'étais pas très, très bonne en C, en maths ou en sciences et physique, ça m'intéressait pas du tout. J'étais beaucoup, beaucoup plus sur, la littérature, j'aimais bien vraiment les matières, on va dire, littéraires et mon directeur d'orientation m'a dit: «Écoute, tu viens de la Côte d'Ivoire, tu as déjà le français comme langue maternelle et tu as appris l'italien, tu as fait les classes en italien donc depuis 6e jusqu'à maintenant. Ça serait bien que tu t'orientes vers un cursus, linguistique, par exemple. Au départ, il m'avait proposé de faire, médiation linguistique, donc ce qui n'avait rien à voir avec justement l'interprétariat traduction. Donc je me suis inscrite donc à un lycée Guarino Veronese qui était, un lycée, justement, emprunt sur les langues. Donc je faisais français, allemand, espagnol avec les autres matières justement, donc droit, histoire et tout ça qu'il fallait, latin et tout. Et donc déjà, j'avais la base. Donc quand j'ai fini, le lycée, quand j'ai eu mon bac, c'était déjà clair, que je devais choisir, à l'université ou linguistique ou interprétariat traduction ou bien même faire, médiation linguistique, voilà. Donc c'était déjà clair, j'avais déjà cette base-là et donc j'ai choisi LE1, langue étrangère appliquée. Donc langue étrangère appliquée au droit, commerce international et médiation linguistique. Donc j'ai fait ça à l'université de Vérone et par la suite, je suis allée faire un master, à Nice, à l'université Sophia Antipolis. Donc j'ai choisi justement la spécialité interprétariat traduction. Et après ça, bon, j'avais rien à faire. Donc j'ai continué, ça me plaisait et j'ai vu que j'étais vraiment, passionnée par ça, c'est ce que je voulais faire, j'avais plus aucun doute. Je me suis dit: «Bah, c'est ça mon métier, je vais me spécialiser dans l'interprétariat traduction» et après je suis partie pour le Luxembourg, donc à l'université ITIR, qui est une université, internationale de traducteurs et interprètes. Donc j'ai fait la spécialité là-bas et je suis sortie justement de là avec le doctorat dans, les langues étrangères appliquées et je me suis pas arrêtée là, j'ai continué, je suis allée faire un master et j'allais faire un master en Angleterre, mais ça c'était dans le programme Erasmus parce qu'on avait la possibilité de faire, l'Erasmus, donc une année, académique, à l'étranger dans toujours notre, domaine et justement pour approfondir les connaissances. Donc je suis allée en Angleterre, j'ai fait aussi, une année là-bas, master en traducologie, avec option, médiation linguistique. Par la suite, bon, je me suis un peu promenée et ce qui était bien pour nous, c'était que pendant les années universitaires avec le programme en Italie, vous avez quand vous choisissez, par exemple, le domaine d'interprétariat traduction, vous avez chaque année, vous devez faire une année académique, donc 9 mois dans chaque pays, des langues que D'accord. vous avez choisies. Donc j'avais, l'allemand, le portugais, l'espagnol, le russe que j'ai ajouté après. Donc je fais une année académique dans chaque pays pour, justement perfectionner le parler et la compréhension de ces différentes langues-là. Donc après ça, c'était clair que c'était ça que je devais faire comme métier, quoi. Mmh En tout cas, Voilà, c'était clair, tu avais tracé ta route. exact. Quand on fait un tel métier, ça veut dire que Mmh. pour monter en compétences, c'est de nouveaux diplômes qu'on fait, pas des certifications. C'est plutôt des cursus universitaires qu'on rajoute, c'est ça? Mmh. Non, mais justement, c'est parce que c'est mon choix d'avoir D'accord. faire des cursus universitaires. Sinon, vous pouvez acquérir des compétences et avoir des certificats. Faire peut-être des masterclass ou, participer à des séminaires ou même, faire des oui, justement participer à des masterclass qui sont offertes par ces différentes universités ou bien même par des organismes internationaux comme LAIC. LAIC est l'Association internationale des interprètes traducteurs, qui donne souvent des petites formations certifiantes, par exemple. Vous pouvez le faire. On peut ajouter des certificats. Mais là, c'était moi mon choix. Le choix, OK. c'était de pouvoir acquérir, plus de connaissances et pour moi, en tout cas de la vieille école, voilà, je Aller je jusqu'au bout.
Exactement, il faut aller jusqu'au bout et quand je quittais la Côte d'Ivoire, l'objectif que je m'étais fixé parce que ma mère, elle a fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse aller étudier et justement faire ce que j'aimais faire. Donc je lui avais promis de revenir avec autant de diplômes avec autant de diplômes possibles Je pour la comprends. rendre fière, en fait et comme elle rêvait de d'avoir un médecin, j'ai pas pu faire médecin, désolée. Donc je me disais que si je revenais avec ces diplômes-là, surtout docteur et tout ça, ça allait quand même la consoler, quoi. De toutes les façons, dans la rue, quand on dit docteur, on sait pas qui est. Exactement, Sauf en exactement. cas d'urgence où il faut sauver une vie, c'est là où c'est compliqué. Sinon, Je suis docteur, c'est docteur. Voilà, je sauve pas de vie, mais ça s'apparente parce que je Oui, sauve c'est des pas ça. réunions très, très importantes et je sauve souvent la mise à certains chefs d'État ou dans certaines réunions assez complexes. Donc, ça, c'est un peu ça. Je suis un peu le docteur de langue. Donc, c'était vraiment ça. C'était mon choix à moi, vraiment motivé par le fait que je voulais tellement rendre fière ma mère et lui dire que et c'est pas parce que je suis une fille que j'ai pas pu faire médecine comme elle voulait, qu'elle allait rester dans la misère, quoi. Je pouvais quand même faire mieux. Et puis, bon, voilà. C'est ça. Sinon, il y a des possibilités avec, des il y a des, on va dire des formations qualifiantes, des masters, des certificats, des masterclass qui vous donnent des certificats pour vous spécialiser. Mais le tout, c'est vraiment de maîtriser, le métier que vous faites. Ouais et puis c'est continu, hein, on se forme tout le temps, on apprend tout le temps, des échanges avec des collègues, des aînés qui souvent, nous emmènent des mots parce que la langue, elle est vivante, donc elle Ah continue oui. de se métamorphoser, de voilà, de continuer. Même le français, comme je dis tout à l'heure, Conjaé aujourd'hui est dans est dans le dictionnaire, dans le Larousse, donc il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent et qui se font influencer aussi par, d'autres façons qui se mélangent, donc on est toujours à l'affût, on est toujours en train de se former et voilà, se réinventer ou continuer à travailler. En plus aujourd'hui avec IA, donc il faut toujours faire mieux. J'allais en venir au métier d'abord. Tu disais, il faut connaître le métier. C'est quoi les qualités? Si je devais te demander d'en citer 3, c'est quoi les 3 qualités essentielles qu'il faut pour réussir dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction? Les 3 qualités, j'avais dans une idée d'abord, c'est paradoxal, mais l'écoute, le silence. Il faut avoir une bonne écoute. Il faut être concentré. Il faut être, quelqu'un qui apprécie même le vide quoi, le silence. Parce que, quand on rentre en cabine, c'est Oui. déjà le cerveau est déjà en alerte et prendre d'une langue à une autre, c'est pas exercice facile. C'est Donc il sûr, faut il y être a les accents. exactement, exactement. Parce que souvent on se retrouve avec, par exemple, des anglophones, des indiens, par exemple, ceux-là, ce sont voilà, moi, je dis le pire cauchemar d'un interprète, c'est d'avoir un interlocuteur ou un speaker qui est indien ou qui est hindi ou qui vient en tout cas de ce côté de l'Asie là, parce que ils ont un accent, musical, on va dire, Oui, c'est pas saccadé. péjoratif, mais il y a des accents qui sont très prononcés et Exactement comme cet accent c'est vraiment c'est l'intonation, tu vois? Tu et et ça donc va il faut faire être que vraiment très concentré, avoir autour de soi du calme parfait pour pouvoir écouter ce qu'il dit. Parce que si vous vous trompez déjà sur une tonalité, ça change le mot carrément. Donc il faut être exactement. concentré. Donc j'ai envie de dire, je sais pas si je veux dire silence ou concentration, et ça va Ouais, de pair. ça va de Et pair. il faut être très concentré, il faut avoir du silence autour pour pouvoir percevoir. Il faut aussi être très curieux parce que c'est la curiosité qui nous emmène à comprendre ou à chercher ce que ça veut dire, ce mot-là en français, je sais ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en russe? Est-ce que ça a la même connotation? Est-ce que ça désigne la même chose? Est-ce que c'est pris culturellement ou bien, je vais dire humainement, est-ce que c'est pris pareil? C'est très important donc il faut, à part ça, les 2, bah, oui, le silence, la curiosité et j'ai envie aussi de dire qu'il faut être, préparé, il faut être, formé. Il faut faire beaucoup de recherches, il faut étudier beaucoup, il faut être préparé, tout simplement. C'est pas parce qu'on est bilingue, c'est pas parce qu'on parle une langue ou on connaît une langue parfaitement qu'on est forcément interprète ou qu'on est forcément traducteur. Donc c'est pas pareil et le traducteur même a encore un avantage sur l'interprète parce que lui, il a le temps de chercher le mot. Il a le temps de prendre Oh les oui. dictionnaires, il a le temps de faire des recherches C'est autour. vraiment asynchrone son travail, donc il a son temps. Exactement. Mais l'interprète, non, il n'a pas le temps. L'interprète, il est là sur le moment en cabine, c'est simultané. C'est-à-dire le monsieur parle et toi aussi tu interprètes en même temps. Donc il faut que dans ton cerveau, tu aies déjà
peut-être le glossaire, tu as déjà le mot. Bon, bien sûr, il y a une mise en condition avant de rentrer en cabine parce qu'on ne prend pas une réunion comme ça. Quand vous avez une conférence, vous avez le temps peut-être 1 mois ou 2 semaines avant, vous rentrez en contact avec le client, vous lui demandez les thèmes de référence, vous lui demandez les thèmes de la réunion, vous cherchez un peu le contexte, vous préparez un glossaire, vous faites des recherches vous-même. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Parce qu'il y a des réunions où les clients ne nous donnent rien, on arrive 1 heure ou 10 minutes, même avant ça, on n'a toujours rien. Donc, on est obligé de puiser dans nos connaissances à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très préparé, il faut avoir une bonne formation et aussi aimer le métier, hein, parce que si on n'est pas passionné, ça passe pas. Voilà, Ouais. donc c'est pas vraiment facile. C'est pas parce qu'on est bilingue ou qu'on parle une langue ou qu'on maîtrise une langue, par exemple, que vous parlez très bien français, demain vous mettez en cabine pour faire la cabine française. Non, pas du tout. Ou bien parce que vous parlez bien anglais, vous définissez interprète comme ça. Non, c'est pas ça. Parce que c'est vraiment un métier qu'il faut, il faut une formation, il faut être préparé. Donc voilà, pour mes trois. Je pense pas que en venant faire cette interview, je m'attendais à ce que préparation soit dans les qualités qu'il faut pour être interprète et traducteur. Pourquoi? Ouais. Je pense que c'est peut-être un biais parce que on se dit que la langue, on la connaît. S'il y a un discours, vous ne recevez pas j'imagine le discours, par exemple, d'un ministre. Vous ne recevez pas le discours en amont. Ministres, les présidents, et on ne reçoit jamais leur discours parce qu'ils nous Non, disent tu peux toujours c'est pas. confidentiel. Donc, on va toujours freestyle. Mais freestyle préparé. Voilà. C'est ça. Parce que là, on puise dans nos connaissances personnelles, on puise dans notre préparation aussi, et aussi de la mise en condition. Et on est vraiment en ce moment-là le plus concentré du monde, quoi. Parce que là, tu n'as pas le discours. Donc, il faut que tu suives ce qu'ils disent et que tu puisses en même temps, en simultané, lui reproduire ça. Si c'est en consécutive encore, bon, tu as le temps d'écrire et de chercher peut-être à côté avec ton binôme le mot rapidement, mais en simultané, tu n'as pas ce temps-là. C'est vraiment 2 secondes du tic au tac. Et on ajoute à ça la complexité de la thématique ou l'impact, parce que ça peut être des trucs géopolitiques. Exactement. Bah, je dis n'importe quoi, je vais dire Côte d'Ivoire, Burkina, s'il y a une crise qui se passe, que tu places le mauvais mot, tu viens de déclencher Ouais, une crise sans le et vouloir, ou justement, en fait, je c'est vais ça. peut-être dans l'extrême. Mais justement, l'interprète, il est la personne qui peut facilement déclencher une guerre. Mais une guerre diplomatique, une guerre même tout de suite, parce que s'il traduit le mauvais mot ou s'il traduit le mauvais feeling, par C'est ça. exemple, et c'est tout de suite parti. Je me rappelle, j'avais fait un post sur la rencontre entre Trump, le président Trump et le président Zelensky Oui. lors de sa visite aux États-Unis. Et justement, c'était ça le problème. Je reprochais au président Zelensky de ne pas avoir d'interprète. Parce que c'est vrai qu'il parle l'anglais, mais là, tu es dans une condition différente. Tu vas vers un autre président, un autre chef d'État, et qui, lui, est de langue maternelle anglophone, anglais. Toi, tu viens, tu parles ta langue, parce que tu t'exprimes mieux. Et lui, il est Oui. allé sans interprète, et il s'est retrouvé justement dans une situation d'incompréhension. Et tout ce qu'il faisait était mal interprété parce que Trump ne C'est lui ça. donnait pas le temps de s'exprimer comme il voulait. Et s'il parlait dans sa langue, C'est ça. s'il parlait en ukrainien, ça allait être plus simple parce que l'interprète, il reçoit, on va dire, le message premier. Il essaie de le rendre, on va dire, de l'améliorer ou de le maquiller tout Oui. juste. Pas qu'il ne dit pas ce que tu dis, mais il arrive à diluer, en fait, on va dire, la tension Il le dit qui avec les sort. formes, en Exactement. fonction de Et l'environnement dans lequel il est. exactement. Et ça permet de pouvoir apaiser les choses. Donc, du coup, la discussion devient tout de suite différente. Même Oui. si vous avez des points de désaccord, l'interprète arrive à faire ressortir ton désaccord, mais Je de comprends. manière polie, sans vraiment tirer vers le Je conflit. comprends. Et c'était ça qui lui manquait. Et ça fait partie, c'est la communication aussi. Donc, quand vous avez un interprète, l'interprète, quand on fait notre formation, on a tous ces atouts-là. On a le droit qu'on fait, on a la communication Oui. qu'on fait, on a la gestion aussi émotionnelle et tout ça. Donc, franchement, c'est beaucoup de choses. Et l'interprète est facilement celui qui peut diviser ou unir de deux Je pays ou suis deux entièrement personnes. d'accord. Là, la dernière réunion de Vladimir Poutine et Trump, Vladimir avait son interprète et c'est même une photo qui est passée beaucoup sur les réseaux. Exactement. Et celui-là, apparemment, c'est quelqu'un qui est très gardé, qui est très proche parce que bah, il a l'essence même de la pensée du président. Exactement. Et chaque
président ou chaque gouvernement, ce que je reproche ici aussi en Afrique, c'est ça, qui n'ont pas dans leur staff, Oui, un interprète. Ils ont des communicants, ils ont oui, des chefs de communication, des chargés de communication ou bien tout à même, fait. voilà, mais ils n'ont pas d'interprète. L'interprète, c'est celui en Europe, vous avez chaque chef d'État ou même chaque ministre ou chaque député se balade avec son interprète. C'est celui-là qui va l'aider à mieux communiquer. C'est celui-là qui va l'aider à passer le message. C'est celui-là qui va l'aider à rendre son impact plus, je veux dire, plus précis. Voilà. Et D'accord, ici, on a une réunion où on a une rencontre à huis clos et c'est au moment où on fait le huis clos qu'on cherche à trouver un interprète qui vient pour venir interpréter. Mais l'interprète n'a pas le contexte. Il n'a pas je vois. travaillé votre discours avec lui. Il ne connaît même pas hein, les tenants et les aboutissants de votre rencontre. Bon, il va venir, il va faire son travail, bien sûr, mais D'accord, ça ne sera pas complet. Ça ne sera pas parfait parce que on n'a pas préparé ça. Quand les 2 pays viennent signer un accord, par exemple, au moment où vous l'appelez l'interprète, c'est ce moment-là que vous lui dites, bon, OK, on va signer un accord, voilà ce dont on va parler. Mais là encore, c'est flou. Donc, il faut vraiment que ça fasse partie de l'entendement. Il faut qu'on comprenne que autour d'un ministre ou d'un président, même quand il va en voyage dans un autre pays pour aller rencontrer oui, son homologue, oui, il part avec un interprète. Faudrait pas qu'il arrive, il trouve un interprète sur place là-bas. Parce que oui, le pays te donne un interprète, mais est-ce qu'il va défendre tes intérêts? Est-ce qu'il va arriver à rendre exactement la réalité de ton pays à ton homologue? Non, pas du tout. Parce que l'homologue, il te met un interprète à disposition, mais cet interprète-là, il est de sa culture, il est de son pays, et c'est son intérêt qu'il va défendre. Il va pas forcément venir dans ton sens. Pourtant, quand tu arrives avec un interprète, tu as une équipe qui a préparé tout le départ, tout le voyage et tout ce d'accord. qui est signé et tout. Donc, l'interprète est imprégné totalement de ce que vous allez faire. Et ça rend encore ton départ ou la rencontre plus impactante et plus réussie, j'ai envie de dire. Mais Oui, bon, c'est une bataille qu'on mène depuis, c'est ça, bah, ça fait partie des défis, mais je pense que tu rencontres au quotidien. si, 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 tout le temps, c'est comme ça, mais bon, on essaie de faire avec ce qu'on peut. Mais avec tous ces défis, quelle est la chose que tu préfères dans ton travail? Dans mon travail, ce que je préfère, bah moi, là, c'est la question. Je préfère tout dans mon travail, en fait. Bah, tant qu'on parle Moi, je suis passionnée, donc j'aime tout, hein, de la partie technique à la partie où je suis en train d'interpréter, même à la préparation de la réunion, à la rencontre des clients pour leur expliquer ce qui est bien, comment ça devrait être fait. J'aime tout. C'est de tout mon métier. Je me dis que si je faisais pas interprète traducteur, je sais pas ce que j'aurais fait, hein, parce que je me retrouve totalement dedans. Et ce qui me plaît le plus, c'est que je touche à tout. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux être expert en économie, demain je suis mmh expert en agriculture, après demain je suis experte en médecine, en chirurgie et tout. Après demain je suis experte en environnement ou en salubrité. Voilà, on est l'interprétariat en fait c'est le métier au carrefour de tous les autres métiers. Et je me plais à le dire souvent parce que on fait tout. Ici en Afrique, on peut pas choisir notre spécialité. C'est-à-dire, je peux D'accord, pas être interprète spécialisé que en médecine ou je que vois. en oui, parce que sinon je vais mourir de faim. Je sais pas combien de fois j'aurai des réunions dans ce sens-là. Si en Afrique, on est interprète, traducteur, expert dans tous les domaines. Voilà. OK. La littérature, tout y passe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être bien préparé parce que quand on est bien préparé, on arrive à jongler et à passer d'un thème à l'autre. Je peux aujourd'hui être sur une réunion où on parle de technologie, où on parle de intelligence artificielle et je maîtrise carrément mon sujet, j'arrive à faire la réunion. Et puis demain, on me jette sur une autre réunion où on parle purement politique, où on est en train de parler de environnement ou de santé ou enfin, d'agriculture. Et puis je suis à l'aise aussi dedans. Donc voilà, j'aime ce métier-là parce que franchement, comme je dis, ça me fait toucher à tout. Et, et puis voilà. Est-ce qu'il y a des clichés ou des idées reçues sur ce métier? Ah oui, c'est clair. Quand on passe que tu es interprète traducteur, tout de suite, tu es interprète traducteur, donc évidemment que tu maîtrises le Larousse par cœur, quoi. Ou Parce qu'il y que a tu une vas chanson. passer la journée dessus. Il dit quoi dedans? C'est ça, quoi. Enfin, tu es interprète traducteur, donc forcément, tu gagnes des milliers d'euros ou des millions et des millions. Voilà, tu es interprète traducteur, donc évidemment que tu es forcément du bord politique on va dire, du régime en place. Voilà, il y a tellement de choses. Pourtant, non, on n'a pas de parti pris, on fait juste notre travail, quoi. C'est tout.
Ah, On n'a pas le OK. Laos en tête, non, on se prépare avant d'arriver à nos réunions. Donc on doit traduire un document, oui, bien sûr, on recherche, on utilise aussi des applications, alors on a le dictionnaire, on parle avec d'autres collègues pour voir si ce mot est bien ou pas. Donc on n'est pas des extraterrestres. Surtout moi, dans mon cas, c'est toujours, mais comment tu fais pour parler toutes ces langues-là? Est-ce que tu les parles vraiment? Mais c'est bluffant, en vrai. Donc voilà. Tu as évoqué un point tout à l'heure qui était la rémunération. Est-ce que c'est bien payé d'être interprète traducteur? Alors, aujourd'hui, je peux dire oui. Mais je dis oui parce que moi, je suis dans une position où aujourd'hui, je suis senior et j'ai quand même, ouais, ça va faire, waouh, 23 ans d'expérience dans ce métier. Quand même. Et maintenant, je peux dire oui, ça paye parce que j'ai franchi certaines étapes. Mais il y a encore des collègues, des jeunes qui viennent à ce métier-là, qui l'ont découvert peut-être il y a pas longtemps, qui ont du mal à se faire bien payer. Mais ça aussi, je dis, c'est de leur faute hein, souvent parce que quand un client vient vers un interprète ou vient au cabinet, par exemple, il dit, bon, je veux un interprète pour tel jour, pour telle mission. Moi, je lui fais une facturation en fonction de la charge de travail qu'il me demande de faire. Donc, je fixe un tarif, par exemple, qui reste au standard de Like ou des associations ici en Afrique. Et quand je dis, par exemple, 250 000 francs ou 200 000 francs par jour, parce qu'on peut pas faire par heure ici, sur nos tropiques, ça va pas marcher. Donc, quand je dis 200 000, 250 000 francs par jour, le client peut trouver ça cher, mais quand je lui explique ce que ça implique, il comprend et il paye. Et il y a d'autres qui disent non, c'est trop cher et ils vont voir peut-être ces jeunes-là à l'université qui sont au département de langue ou qui parlent une langue et ils vont leur proposer 50 000 francs ou 60 000 francs. Ils vont accepter parce que pour eux, 50 000 francs, 60 000 francs par jour, c'est le SMIC et ça peut passer. Ils se Enfin, projettent pas. ils ne se projettent pas sur la charge de travail que vous avez. Et il y a eu plusieurs cas comme ça. À chaque fois, on nous appelle, ah, docteur, désolé, on a pris des interprètes, mais ça se passe mal en cabine. Est-ce que vous pouvez venir sauver la situation? Mais là, quand j'arrive pour sauver la situation, je triple le prix. Tu as tout intérêt, c'est On est c'est la d'accord. réalité du business. Voilà. Donc, oui, ça paye bien. Ça paye bien quand c'est bien, quand c'est bien vendu et quand vous faites vraiment le travail comme il faut. Voilà. Aujourd'hui, franchement, ça paye bien. Ça paye bien. Même les jeunes qui sortent, on va dire les juniors, aujourd'hui, ils ont compris que bah il faut pas se vendre à moins cher pendant que vous vous retrouverez devant un travail qui est au-delà de ce que le client vous a proposé. Donc en Europe, Clairement. c'est très bien payé, c'est très bien payé, surtout que c'est un métier indépendant. Donc là-bas, vous vous en sortez facilement avec c'est ouais, 1 000 € la journée. 1 000 € ou 600 $, ça dépend Mmh. de l'aspect. Ici, voilà, moi j'ai un cabinet, donc les interprètes qui sont à mon cabinet sont payés mensuellement et donc ils ont un salaire quand Ils ont même un qui contrat normal, CDI ou CDD et cetera. exactement, donc qui oscille entre 300 et 450 000 francs le mois avec des perdièmes sur chaque réunion, par exemple, de 50 000 francs par mission. Donc, vous pouvez vous Intéressant. retrouver sur une mission qui fait 5 jours ou 9 jours. Oui. Et donc, en plus de votre salaire qui est fixe, Mmh. voilà, vous avez 50 000 francs par jour sur la mission. Donc, facilement, vous vous retrouvez en fin de mission ou par mois, peut-être avec 1 500 000 ou 1 200 000 pour une réunion d'une semaine, par exemple. Et c'est pas mal. Donc, voilà. Aujourd'hui, comme je dis, je peux dire que ça paye bien. Et puis parce qu'on a quand même bataillé pour que ça devienne comme ça et que ça Et qui ont fait mains et pieds pour instaurer un oui, cadre qui et fait oui. que il y a des minima au moins en fonction des réunions qu'on donne aux gens. Aujourd'hui, vraiment, grâce à ces dévanciers-là, qui sont pas beaucoup, mais qui ont réussi quand même à bloquer la barre à 150 000, voilà, maximum pour une journée, pour une réunion, une cabine, voilà. Et puis bon, après, à vous de vous vendre, quoi. Après, ça dépend. C'est qu'on peut pas rester rigide sur un prix. Si on a une réunion, par exemple, qui va durer 2 semaines, c'est clair qu'on va pas dire 250 000 francs par jour au client. On va essayer de venir vers lui, voir son budget et puis adapter la chose, peut-être à accepter de prendre 150 000 ou 120 000 par jour, Je comprends. sur une longue période. Et puis bon, voilà, on arrive à contenter le client. Un autre point très important dans l'ère du temps, c'est vraiment l'avènement de l'IA. Tu le mentionnais tout à l'heure. Exactement. Hem, il y a beaucoup d'applications de traduction. Tout le Ouais, monde traduit. tout le monde. On a même des gadgets pour traduire. Tout Mais traduit. Du coup,
C'est quoi l'avenir du métier pour toi? J'aime bien qu'on me pose cette question, ça me fait toujours sourire parce que beaucoup ont vu ça comme une menace au départ. Ah non, IA arrive, on va plus travailler. Mais non, pas Là, du tout. franchement, Et IA est là justement pour nous aider dans notre travail. Moi, je dis toujours que la machine ne peut pas remplacer l'humain. Tout à l'heure, on a fait un exemple quand j'étais parlé de Trump et de Zelensky. oui, Avoir une IA là, ça allait créer encore un gros, gros, gros problème, justement, parce que l'humain est là. L'interprète, il est humain et il arrive à détecter l'émotion. Il arrive à détecter la tension, surtout. Il arrive à bloquer un conflit qui arrive. Mais IA, c'est une machine. Elle a aucun sentiment. Elle ne connaît pas, elle ne fait pas la différence entre la tonalité de voix, elle ne fait pas la différence entre l'agressivité, elle ne fait pas la différence entre l'émotion qui est perçue là au moment là. Donc, elle peut jamais remplacer l'humain, en fait. L'IA est là. Moi, je dis qu'il faut l'utiliser plutôt comme un outil, un atout pour nous aider dans notre travail. C'est-à-dire, en tant que traducteur, je peux, au départ, avant, quand il n'y avait pas IA, je recevais peut-être 1000 pages à traduire. Les 1000 pages, je prenais peut-être 1 ou 2 mois pour le faire. Aujourd'hui, avec IA, je rentre ce dossier-là dans une application avec IA, par exemple, et j'ai la traduction, le premier G en quelques minutes. Si j'ai trop mis, c'est 45 minutes, 1 heure. Pour quelque chose que j'allais prendre peut-être 1 mois ou 2 mois à faire, je l'ai en 45 minutes. Maintenant, mon travail de traducteur en tant qu'humain, ça sera donc de faire un proofing, un proofreading. Je vais relire le document, je vais le mettre dans le contexte, je vais le ramener au domaine du document que je suis en train de traduire et j'aurai gagné du temps. C'est-à-dire qu'un document que j'aurais traduit ou un travail que je devrais livrer à un client sur 1 mois, avec l'arrivée de IA, ben je le livre en 1 semaine. J'ai gagné du temps, j'ai gagné un client et j'ai fait mon travail comme il faut correctement avec l'aide de IA. Donc du coup, je ne vois aucune menace. Je trouve plutôt que c'est plutôt un atout. C'est pour nous accompagner, nous aider dans notre travail. Parce que l'IA va jamais venir me remplacer. L'IA va pas venir dire au président Talon que, ben voilà, vous avez décidé de pas investir peut-être dans tel domaine parce que ce domaine-là n'est pas adapté ou ne va pas servir au peuple béninois. Non. IA connaît pas le Bénin. IA, IA ne sait pas parler mina, IA ne sait pas parler fond, IA ne connaît pas la réalité d'un Ivoirien ou elle ne connaît pas la réalité, elle ne connaît même pas le contexte géopolitique de mon pays pour pouvoir intervenir lors d'une interprétation et dire par exemple que Grand Bassam est dans le Grand Abidjan ou est plutôt pour le Ghana. Non, IA ne sait pas. C'est les informations que moi je vais rentrer, que je vais donner à IA. C'est ce que IA va utiliser pour faire son rendu. Mais si moi je suis pas là pour lui donner ces détails-là, si je lui dis pas que en Côte d'Ivoire on a plus de 62 ethnies et que ces 62 ethnies-là on ne les parle pas, mais on a la langue officielle qui est le français et que le gourou se retrouve peut-être à Yamoussoukro qui est censé être une ville de Baoulé, pendant que il y a des gourous qui prétendent être là avant ces baolés-là et qui ont dû juste libérer parce que le président Félix Houphouët-Boigny voulait agrandir la ville et qu'il leur a donné un petit espace à côté. Aujourd'hui, les Yoruba ou les Godais, ce sont des gourous. IA, c'est pas tout ça. Donc, si je dois traduire un document historique de ce genre-là et que je dis à IA de le faire, mais IA va me sortir n'importe quoi. Pourtant, si je donne le bon prompt à l'IA, moi, l'humain, je donne les bonnes réponses à l'IA, elle va me sortir un document parfait. Mais il y a toujours eu la main humaine, il y a toujours eu besoin de moi pour pouvoir le faire. Donc, du coup, je vois vraiment pas où est la menace. Je ne vois même pas. donc pour tous ceux qui ont peur, calmez-vous. Restez Il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, il faut juste accepter ça comme vraiment genre, une aide. Franchement, punaise. c'est un D'accord. plus pour nous, ça nous facilite le travail, on avance plus rapidement. Voilà, Dans ton exactement. travail, si tu devais nous expliquer une journée type, je veux dire une journée, comment elle se passe? Alors, la journée type d'interprétation, Oui, parce que d'interprétation, bah, ouais, je veux dire, je te donne un contexte, genre, tu as un salon, je dis quoi, à la Banque mondiale, tu dois traduire une voilà, une réunion. Comment ça se passe? Comment tu commences la journée jusqu'à Alors, d'abord, déjà, on a préparé ça depuis un bon moment, je pense. Donc, la veille, parce qu'on installe toujours la veille. Parce que nous aussi, comme cabinet, on n'a pas que des interprètes, on a aussi le matériel qu'il faut, donc l'équipement de d'accord. traduction.
Donc la veille, je vais avec les techniciens, je fais les installations, je fais les tests. Si le client est là, on fait une petite simulation, voilà. Et donc ça nous prend pratiquement toute la journée d'installer une cabine, le système d'interprétation, les lumières, les casques, Un les peu comme, micros. quelqu'un en concert fait une balance avant. Exactement, exactement. On fait une balance avant et puis Voilà. le lendemain, le jour J, donc le jour de l'OP, on Oui, arrive par exemple, si la réunion doit commencer à 9 heures, on est là à 7h30, voilà. On rentre en cabine, on se concentre. Voilà, s'il y a il y a des TDR ou il y a des documents à avoir, on essaie de parler avec l'organisateur pour les avoir. Bon, les discours des présidents, on les a jamais, mais bon, on essaie quand même toujours. oui, évidemment. Voilà, Question de donc sécurité nationale. exactement, exactement. Donc quand on a ça, on s'assoit en cabine, donc dans l'esprit de concentration, on essaie de préparer notre intervention, essaie de voir le programme et comment ça se passe. Donc la réunion commence, ben, on fait notre travail. Quand on finit, généralement, il y a des pauses. Voilà, pendant les pauses déjeuner, si on est invité, on y va, sinon on va manger ailleurs, mais pas trop loin, mais pas qu'on revienne tard. Voilà, et puis ben, fini la journée, généralement 18h, 19h30, ça dépend quand c'est pas trop long. Mais quand c'est D'accord. beaucoup technique, souvent on tire jusqu'à 20h, 21h, mais là on ajoute le supplément parce que ce sont des heures sup. Normalement, on travaille de 7h à 17h, Mmh. généralement. Mais il y a des réunions où ça va au-delà. Si on est flexible, on est souvent sympa, on laisse passer, mais quand ça devient trop, souvent on taxe le client par rapport aux heures sup Vous travaillez et sur un puis, volume horaire, en fait. bon et puis après ça, ben, on rentre chez nous, tout boudonné. Quand on rentre à la maison, nous, on a des enfants, donc on doit aussi, gérer les enfants. Sinon, normalement, quand on rentre, on a vraiment envie de rester dans le noir, tranquille, parce que tu as les oreilles qui ont chauffé toute la journée, ton cerveau a tourné toute la journée et tu as pas envie d'entendre encore les enfants crier ou quelqu'un te parler d'ici ou de là. Même la télé, tu as même pas envie de la Donc c'est regarder. un des aléas du métier parce que tu fais grand usage de ta concentration, donc de ton Exactement, ouïe. exactement, exactement et la voix aussi souvent que Oh quand oui. on interprète, il faut moduler sa voix pour qu'elle soit Mmh. agréable aux oreilles de ceux qui vous écoutent, qu'elle ne soit pas elle donne pas envie de se de se rebeller, voilà. Intéressant à savoir ça, parce que je ne pensais pas que la voix avait un pour moi les micros, ou mais je vais les appeler par abus de langage, hein, les micros que vous utilisiez allaient faire le travail avec les réglages, donc Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Il faut aussi moduler sa voix parce que les micros, par exemple, un interprète doit savoir qu'il doit pas être trop proche du micro, du pupitre, par là exemple, parce que, le micro amplifie déjà la voix. Donc il oui, faut garder une tonalité, et un volume assez cohérent qui ne va pas déranger forcément les oreilles de ceux qui écoutent, des auditeurs mmh, là et puis il faut pas qu'elle soit trop stridulante parce que ça énerve souvent, on n'a pas envie d'écouter. On se dit: «Mais bon» et puis il faudrait pas qu'elle soit aussitôt déphasée par rapport à celle de speaker, il y a originelle, on du va dire. boulot, hein. Bah, il y a du boulot et c'est pas facile, mais c'est pour ça que justement il y a la formation pendant la formation, on vous apprend tout ça. C'est pas seulement, maîtriser une langue et la parler. Non, il y a tous ces atouts-là. Il y a tous ces contours. Il y a la manière de se vêtir, par exemple, la manière de présenter. Il faut pas avoir des boucles d'oreilles ou des coiffures, compliquées parce que ça va taper le micro et ça gêne dans l'oreille. Parce que vous ne voyez pas que ça gêne, mais c'est tellement amplifié que, l'auditeur entend tous les petits bruits à côté. D'accord, Vous avez des bouts d'oreilles qui tapent par exemple sur le casque, donc le micro du casque. Il entend ça là-bas amplifié, mais 3, 4 fois plus fort dans ses oreilles. OK. Et vous avez les cheveux qui tombent, vous êtes toujours en train de mettre les cheveux de côté, mais tout ça, ça gêne. Donc il y a tout ça qu'on apprend à la formation. Il y a des couleurs, par exemple, que vous ne pouvez pas porter quand vous allez en interprétation, que ce soit en chuchotage ou en cabine. Il y a des couleurs qu'il ne faut pas porter. Il y a un dress code qu'il faut avoir. Il faut pas porter de talons quand vous allez dans une salle où il n'y a pas de tapis, par exemple, parce que ça va faire du bruit quand vous marchez. Ouais. Vous risquez de glisser, de tomber. C'est tout un monde derrière, pas seulement le fait de venir poser la voix ou de venir interpréter. Dans la formation, on vous apprend tout ça, comment vous Dans les codes vêtir. du monde institutionnel, Il y on a les va dire. codes, c'est ça, il y a des codes, effectivement. OK. Il y a des codes. Vous pouvez pas aller dans un pays, arabe, où vous allez interpréter et vous arrivez, main courte ici comme moi ou bien Bah, les et cheveux à l'air, ça c'est un incident diplomatique. exactement,
Voilà, donc j'en parle souvent dans mes posts que je fais. La manière de se vêtir, il faut arriver dans un pays arabe, il faut mettre un voile, il faut Ouais. s'habiller, faut mettre de pantalons, par exemple. Même des pays en Afrique ici où vous rentrez dans le bureau du ministre, que si vous êtes en pantalon, eh ben, on vous ferme la porte directement. Au Cameroun, par exemple, quand vous rentrez, vous devez ne pas avoir de pantalon parce que c'est un manque de respect, c'est une faute vestimentaire, même si vous êtes interprète ou pas, il faut aller avec un costume, peut-être avec une jupe ou autre, mais vous avez un costume, mais si c'est un pantalon, non, ça passe pas. Par exemple, vous arrivez pas dans un pays arabe, vous n'êtes pas voilé, vous n'êtes pas en robe, ou vous n'avez pas couvert des parties du corps, mais ça passe pas, par exemple. Là. Il y a tout un dress code derrière, il y a toute une philosophie, voilà, toute comment j'ai envie de dire, il y a toute une préparation, quoi, qui va avec. En tout cas, très, très, très intéressant. On s'achemine vers un regret, vers la fin de notre échange. Et mes questions maintenant vont être un peu plus, je vais te dire un peu plus légères, mais vraiment pour te connaître toi, quand tu es au travail, etc. C'est ça, Est-ce effectivement. que tu as un mentor ou tu as eu un mentor, quelqu'un qui t'a inspiré à continuer? Ouais. Ouais. Au départ, depuis, quand j'ai voulu m'intéresser à ce métier, je voyais une personne qui était celle-là sur laquelle que je copiais, en fait. Je disais: «Ah, mais moi aussi, un jour, je serai une interprète, de renom comme elle». Oui, bien sûr. Il y en a une, en Europe et il y a ici en Afrique qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Justement et puis beaucoup plein de dévanciers aussi qui étaient au départ dans ce métier-là, qui vous donnent toujours envie de le faire. Il y a Simona Lago, par exemple, qui est interprète traductrice, de renom, qui a été elle aussi, une des dévancières qui m'a donné cours, voilà, aussi, quand j'étais à l'ITIR. Ici en Côte d'Ivoire, il y a 2 personnes. Il y a, monsieur Sébastien Guéhi qui est docteur Sébastien Guéhi aussi, qui est un interprète, de renom de longtemps. Il y a madame Golno qui est interprète, traductrice à la BAD. Il y en a beaucoup, il y a docteur Kuo, madame Mariana Sanvo, il y a maman Davidetta Collier qui m'ont inspirée, qui m'ont donné envie de continuer dans ce métier-là. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou quelque chose qui te suit ou qui te marque particulièrement dans tes moments détente, quand tu sais, quand tu reviens de tout ce stress que tu viens d'expliquer? Je lis beaucoup. J'ai une bibliothèque pratiquement à la maison. J'ai créé même un concept qui s'appelle «À lire et à boire» où j'invite un auteur et on discute de son livre dans des lounge bars ou dans des endroits un peu cosy pour discuter Intéressant ça. et voilà et je lis beaucoup et je fais même, on va dire des retours littéraires, chaque, 2-3 jours sur une page que j'ai créée où je parle de livres. Donc Qui j'ai beaucoup de s'appelle? à lire et à boire. Et D'accord. donc je lis beaucoup, mais il y a pas vraiment un livre en particulier qui me suit. Mais c'est vrai que quand je finis une semaine comme ça de travail, je rentre à la maison les soirs, je prends un livre, je prends une coupe de vin, je m'assois et je lis. Et bon, le dernier peut-être que j'ai lu, c'est celui de ah ouais, non, il a lu beaucoup cette semaine-là. Et je pense qu'il y en a un qui m'a marqué quand même, sur lequel j'ai D'accord, fait une critique. Les voix dans ma tête, c'est le dernier, donc OK. où j'ai même fait la préface de ce livre-là de Spencer Ilanga. Le livre s'intitule, Les voix dans ma tête et j'avoue que ça m'a un peu secouée parce qu'en fait, dans le livre, l'auteur se pose des questions qu'on se pose au quotidien, des questions même existentielles Je sur vois. lesquelles moi aussi j'ai eu à buter. Donc du coup, ça m'a vraiment beaucoup, marquée et moi, comme j'ai dit, j'ai défini comme une séance de psychanalyse gratuite, en fait. C'est-à-dire que vous achetez le livre, vous voyez toutes les questions que vous posez vous-même tous les jours et puis, voilà, au lieu d'aller payer une journée de consultation à 150 € chez un psychiatre ou chez un psychologue, lisez le livre et puis vous allez trouver des solutions vous-même. D'accord. On Voilà, va donc sur le conseil. oui, voilà. Mais enfin, c'est ça. Mais j'ai beaucoup je lis beaucoup, franchement beaucoup. Ça aussi, c'est lié au fait de mon travail, de lire D'accord. beaucoup, s'acculturer pour avoir aussi d'autres expressions, par exemple. Et c'est pas seulement que des livres en français, j'ai des livres qui sont en italien, en anglais, en espagnol, un peu de tout. Je préfère toujours lire les livres en version originale, dans les langues, parce que je me dis qu'un auteur, surtout quand c'est un poète, par exemple, il Oui, exprime mieux dans sa langue que quand c'est traduit. Parce que quand on traduit, on a tendance à perdre un peu, on va dire, oui, l'essence quand même.
de la chose. Donc, lire un auteur dans sa langue originale, c'est plus parlant. Vous arrivez à comprendre rapidement. Bon, ok, pour quelqu'un qui comprend la langue, c'est clair. Mais Quand bon, même. mais bon, il y a des traductions qui sont quand même bien faites. Question folle, vu que tu parles plusieurs langues, on a dit 9. Oui, c'est ça. Tu lis un livre dans les 9 langues? Il t'est déjà arrivé de lire un livre dans les 9 langues ou Oui, oui, oui. Dans chacune des langues, j'ai un auteur, un livre qui parle. Voilà. Dans cette langue-là. C'est mieux. non, non, attends, non, non, attends. Je sais pas si on s'est comprise. Tu vas lire dans chaque langue un livre quelconque, mais est-ce que tu lis le même livre dans les différentes Plusieurs langues? langues. Ou est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire ça? Ah non, 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 non. Oh, OK, J'ai lu d'accord. un Tu préfères livre, prendre la langue par source de exact. l'écrivain et lire directement. Si, si, mais j'ai lu par exemple un livre de Paulo Coelho qui a Oui, été traduit en français, en italien et en allemand. Voilà. Donc, tu as lu les 3 langues. oui, parce qu'à la base, il est en espagnol et je l'ai lu en italien, la traduction en italien, en allemand et oui, en portugais, oui. Pour challenger les collègues, quoi. Non, mais parce que c'est le seul que j'ai trouvé. Mais franchement, si je trouve un livre qui me plaît et dans plusieurs langues, je le lirai, pourquoi pas. Je fais dans ces 9 langues-là. Et Ah ça me oui. permettrait de voir aussi la différence dans la traduction. Vous voyez, ça c'est un peu la curiosité bah, des formations professionnelles. Mais pour voir comment ils ont traduit ça et comment moi je l'aurais traduit, par exemple. Parce que quand on lit un livre, c'est vrai que l'auteur a son ressenti. Et on a, Mhm, malheureusement, Coelho n'est plus là, on peut pas lui demander ce qu'il ressentait au moment où il écrivait mhm. ça. Mais quand nous, on le lit, on a notre ressenti à nous. Donc, ce Oui. serait bien de pouvoir confronter avec le ressenti du traducteur qui a Mhm. traduit peut-être ce livre-là dans une autre langue. Tu vois un peu de quoi je... Bon, Je c'est un sais, peu fou, je vois. c'est ça. Mais ça me Mhm. plairait bien de le faire, pourquoi pas. Dans Ok. ma l'autre bibliothèque qui est là, j'ai pas... J'ai beaucoup de livres. Ouais. Oui, oui, effectivement. Jamais dans ma to-do list. Chercher un livre. Tu es plutôt thé ou café, toi? Thé, beaucoup de thé. Le café, j'ai Mhm. arrêté parce que les années universitaires, j'ai abusé du café. Donc maintenant, je D'accord. suis plutôt thé, infusion, voilà. Beaucoup plus thé, Ok. infusion. Plutôt dynamique le matin ou le soir au travail? Et tout le temps. Je suis tout le temps. C'est vrai que toi, tu Jusqu'au n'as pas vraiment le travail. choix, tu es dynamique tant que la personne qui parle, ton client est dynamique, c'est ça? Exactement, exactement. Et c'est ça. Mais je suis toujours, ouais, toujours dynamique. Parce que je me dis que il faut donner l'entrain aussi aux autres. Quand tu arrives, que toi-même tu n'es pas dynamique, tu es un Oui, peu laissé aller, ça va pas se faire. Donc c'est j'aime vrai. toujours être bon en train, bout en train, motiver tout le monde, je suis dynamique surtout, du Mhm. technicien aux interprètes ou même aux clients et tout, il faut toujours être, il faut donner l'envie de le faire. Bon, en même temps aussi, je fais pas trop d'efforts, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis passionnée par mon métier, donc dès que je sais que j'ai une réunion, En je fait, me tu ravive en travailles même parce temps. que tu aimes déjà la chose, en fait. Voilà, je me ravive en même temps. Et quand je suis, par exemple, en arrêt maladie ou bien même les congés, même on les prend jamais, je m'ennuie tellement, je veux toujours faire quelque chose. Du coup, c'est ça. Plutôt Ça va. travail en solo ou travail en équipe? Travail en équipe. Travail en équipe. C'est mieux. C'est mieux. Ça nous évite de faire des erreurs auxquelles peut-être nous, on n'aura pas eu le temps de voir. Voilà. Et puis en équipe, c'est toujours bien. Vous partagez des idées, vous échangez sur certains mots. Il y a la convivialité. Ça donne envie C'est un échange continuel et puis c'est top. Ça nous rend plus performants aussi parce que c'est qu'on n'est pas la seule à se chauffer la tête et l'équipe derrière. C'est vrai que ça aide. Plutôt bureau ou télétravail? Même si je suis pas sûre que dans ton cas, on puisse faire du télétravail. Mais apprends-moi. On a fait du télétravail. Pendant Covid, d'ailleurs, on a été le premier cabinet ici en Côte d'Ivoire à commencer les réunions en remote pendant Covid. Ah, Parce que pendant Covid, tout était arrêté, il n'y avait plus de réunions en oui, présentiel. oui, Et chacun fermait sa porte. Et nous, d'accord. on a proposé à notre client de pouvoir faire des réunions en ligne. Voilà. Et Zoom venait de faire son Oui, boom. ça fait boum là, Du ouais. coup, on a proposé aux clients justement de faire l'interprétation de ces réunions sur Zoom. Donc, on a fait le télétravail pendant 2 ans quand même. Et on a gardé, on a cette offre-là aussi pour nos clients, par exemple, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont à Oui, l'étranger et qui dépensaient plus
à déplacer tout le monde à venir. Donc on leur a proposé justement de rester là-bas et nous, on est en ligne, sur Zoom, on On connecte fait tout le le monde, on fait les nécessaire. comme si on était en présentiel et donc ça fait oui, oui, on le fait. C'est Décrire ton parcours en un mot, un seul, ce serait lequel? waouh! Ça, c'est C'est une question. l'exercice là. Ah ouais, là, c'est en un mot, mon Oui, parcours, juste un. je dirais un mot: persévérance. Ouais, D'accord. je dirais persévérance parce que ça a pas OK. été facile, mais j'ai pas laissé. Je suis tombée, je me suis levée, ouais, j'ai envie de dire, ouais, persévérance. Ouais, Et ma dernière question, est-ce que tu as un mantra de vie, quelque chose qui te guide ou une phrase, un état d'esprit? Je sais pas, maintenant tu sais, il y a des concepts, est-ce que tu as quelque ouais. chose comme ça ou pas du tout? Peut-être, la résilience que ma mère m'a toujours dit d'avoir, quoi. Elle, ouais, peut-être cette phrase-là qu'elle me disait toujours: «Ne te sens pas moins des autres, parce que tu peux faire. Si les autres y arrivent, toi aussi tu peux le faire. Peut-être même mieux qu'eux». Mais ouais, mon père à son âme, elle était, très, très très, très motivante, ma mère. Mais Oui, elle oui, était en avance, hein, elle aurait fait un bon coach par ses temps. justement, effectivement, elle allait faire un bon coach, si elle était encore là. Mais non, c'est mais vraiment de ne pas abandonner, de d'être toujours, focus, résiliente, continuer. Même quand, je vois un obstacle, je me dis: «Mais non, mais là, je peux pas faire», mais non, il y a cette petite voix-là qui me dit: «Mais oui, tu peux, si». Voilà, quoi. Et puis, il y a toujours elle derrière que je suis sûre que de là-haut, elle continue de me booster ou de m'accompagner, un truc comme ça. Mais sinon, pas vraiment de mantra en tant que tel. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est déjà beaucoup. C'est Merci beaucoup, vrai. docteur Flora. Merci de nous avoir fait découvrir ce métier qu'on pensait, limité, qui s'arrêtait juste, uniquement à «j'ai dit» et quelqu'un d'autre répète le même mot dans d'autres choses. Franchement, merci beaucoup de nous Merci avoir à toi. fait mais connaître C'était des ass choses aussi, des écoles, des certifications vraies. Moi, je savais pas qu'il y avait des certifications pour pousser. Donc si, 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 il y en a. donc les personnes qui font des études de langue, qui veulent prendre cette voie, il y a même des cabinets qui vont recruter et cetera. Vraiment, c'est une Oui. pépite ça. C'est Bah, je suis contente. Je suis contente d'avoir levé le voile sur certains points bah, quand obscurs. même, oui. Bah, des métiers qu'on dans l'entendement, on les a, mais on sait pas comment ça se manifeste et cetera, jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un comme toi, bah, voilà, Ah, expert et merci. polyglotte en plus qui nous voilà, qui nous dévoile les choses. Merci beaucoup, c'est gentil. En tout cas, ça a été un super moment dont j'ai beaucoup apprécié. J'ai même pas vu le temps passer parce que Ouais, en c'était plus. tellement fluide et tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça.